Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé vouloir reconnaître la Palestine comme État. Il compte le faire devant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en septembre. La France deviendrait alors le 149e pays sur les 193 membres de l'ONU à valider ce pays. Victor et Jules, nous allons sauter du bon ou du mauvais côté de la barrière. Jules Torres. Moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui le timing de cette reconnaissance de l'État de Palestine pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord qu'Emmanuel Macron contrevient complètement aux préconisations, aux conditions qu'il avait dictées pour reconnaître cet État de Palestine. C'était il y a quelques semaines. D'abord, la première des choses, c'était un cessez-le-feu à Gaza. J'ai l'impression que la guerre continue et avec son lot de massacres. La deuxième des choses, c'était la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Les otages, il n'y en a pas un seul qui a été libéré depuis qu'Emmanuel Macron a pris la parole. La troisième des choses, c'était la démilitarisation du Hamas. On a eu beaucoup de mal à avoir une réponse de David Béliard sur ce sujet. Donc ça fait déjà trois conditions qui ne sont pas réunies. Les deux qu'on peut considérer comme réunies, c'est sur l'aide humanitaire, même si on sait qu'elle a du mal à être acheminée jusque dans la bande de Gaza, notamment parce que le Hamas fait de la rétention et menace la Croix-Rouge. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, qui a plutôt été réussi, même si c'est pas tout à fait le cas, c'est que Emmanuel Macron devait le faire lors d'une grande conférence aux Nations Unies. C'était il y a quelques semaines. Elle n'a pas eu lieu, mais elle aura lieu en septembre. Donc il y a deux conditions seulement sur 5 qui ont été réunies. Donc à ce titre-là, je considère que c'est une faute. Et deuxièmement, reconnaître l'État de Palestine, oui, mais quel État de Palestine? Est-ce qu'on donne aujourd'hui les clés il l'a dit, au ce qu'il voulait, Hamas? Oui, mais entre ce qu'il dit vouloir et la réalité des choses, il y a quand même une différence. Moi, je veux bien qu'on donne des élections. Aujourd'hui, oui, mais si le Hamas gagne les élections, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, il y a ça quand même. J'ai pas l'impression. Après, c'est même si vous avez plus le parti politique, vous avez toujours l'esprit, l'état d'esprit qui peut être insufflé. L'état d'esprit. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la population rejette massivement et de manière nord-coréenne ou soviétique le Hamas. On a quelques manifestations, ça c'est vrai, mais je ne sais pas, en tout cas, si aujourd'hui le peuple gazaoui veut renverser le Hamas. Et deuxièmement, l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas, je le disais, n'est plus rentré dans la bande de Gaza depuis 2007. Donc quelle légitimité ont-ils, sachant qu'on sait que l'autorité palestinienne est sans doute l'une des organisations les plus corrompues du monde? Donc pour toutes ces conditions, je trouve que cette reconnaissance est un petit peu hâtée. Jules Torres, Victor Hérault, je vous propose d'écouter l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, qui parle d'une erreur historique. Écoutez sa déception sur le choix d'Emmanuel Macron de reconnaître la Palestine. Excusez-moi, Élie Korcher. Moi, quand je vois le Hamas qui félicite le président de la République, je me dis que nous avons un vrai problème aujourd'hui dans notre pays et que c'est choquant. Je vois Jean-Luc Mélenchon se satisfaire d'une victoire morale. Je crois qu'il y a une volonté aujourd'hui du président de la République de vouloir peser sur la situation au Proche-Orient pour essayer de jouer un rôle sur le plan international. Je crains que notre pays, la France, perde encore plus de crédibilité par rapport à ce qui est en train de se passer sur place. Et c'est aujourd'hui cette reconnaissance, quelque part, qu'on le veuille ou non, une victoire, un satisfecit donné au Hamas, et c'est, je crois, ce qui nous est le plus insupportable. Victor Hérault. Écoutez, c'est cela que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à cerner dans la décision d'Emmanuel Macron. D'abord, tout le monde lui tombe dessus, que ce soit tout le paysage politique en Israël, que ce soit... si, justement, les seuls qui l'applaudissent sont ses ennemis politiques. Enfin, c'est quand même, là, il y a un problème. Donc, quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron à déclarer cela? Moi, j'y vois, si vous voulez, simplement une question de timing. C'est d'un cynisme dingue. Je ne peux m'empêcher de penser cela. C'est qu'il l'annonce déjà. Il l'annonce pas qu'il va, là, maintenant, reconnaître l'État de Palestine. Il dit, je le ferai à la rentrée, je le ferai en septembre. Comme s'il voulait nous dire, je vais vous occuper l'esprit pendant tout le mois d'août. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? À mon avis, il s'est senti un petit peu dépassé par la séquence de Bruno Retailleau. Il s'est senti dépassé par cette séquence politique-là. Pour vous, c'est pour exister. Et là, oui, exactement. Pour moi, il revient, il reprend la séquence en maître des horloges, comme on l'appelle. Il revient, il reprend le paysage médiatique par le col, si je puis dire, en disant non, mais regardez, j'existe, je parle. Et voilà ma déclaration. Je vais reconnaître dans un mois. Quel est l'intérêt de déclarer que vous allez reconnaître dans un mois et demi l'existence de l'État de Palestine? Il le dit depuis quand même plusieurs mois, voire même plusieurs années. C'est le redéclare. Justement, là, il l'affirme au effort et il donne une temporalité. Exactement. Pourquoi est-ce que le redéclare maintenant en plein été, alors que l'Assemblée nationale est fermée, tout le monde est en vacances, les éditorialistes aussi. Enfin, je veux dire, on est le là, timing est à part nous. Je suis d'accord avec vous. Ça commence à être long. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça maintenant? Moi, je n'y vois qu'un cynisme total. Pourquoi on en parle? Parce que justement, il y a de l'espace médiatique. Exactement. Il est revenu au centre du jeu médiatique et politique, et c'est ce qu'il aime le mieux. Moi, je souscris plutôt à l'analyse qui a été faite par Victor Hérault. D'abord, il y a quelques jours un baromètre qui a été hautement commenté. Vous
savez, sur l'impopularité historique et record d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. Le président de la République est à seulement 19% de satisfait selon le baromètre IFOP-JDD. Et dans ce sondage, ce qui est intéressant, c'est que c'est sans doute le baromètre le plus fiable et le plus qualitatif de tous les baromètres, parce que les Français parlent dedans. Et que disent les Français? Bon, bah déjà, ils disent qu'ils n'ont toujours pas compris cette dissolution de 2024 qui a un petit peu cassé la machine. Et deuxièmement, ils disent que le président qui avait réussi à récolter plusieurs points les 6 derniers mois, grâce notamment à sa politique internationale, eh bien, depuis qu'il était de retour sur la politique intérieure, ça ne fonctionnait plus. Les Français ne veulent plus l'entendre. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, eh bien, refait ce qu'il sait faire de mieux, je mets d'immenses guillemets, eh bien, retourner à ses amours de la diplomatie et de la politique étrangère. Il avait fait, souvenez-vous, avec Notre-Dame, il avait essayé, voilà, de faire de ça quelque chose avec un rayonnement international. Il l'avait fait avec la mort du pape. Il l'avait fait où il avait essayé, souvenez-vous, selon la presse italienne, d'interférer dans le conclave. Il avait essayé de le faire avec la guerre en Ukraine. Il l'avait fait également avec le cessez-le-feu à Gaza, avec les résultats que l'on connaît. Et là, aujourd'hui, il fait la même chose. En effet, pour masquer une sorte de faillite présidentielle, puisque la parole présidentielle ne pèse aujourd'hui plus rien sur la politique française, pour mettre, comment dire, si je puis dire, fin à ce feuilleton de Bruno Retailleau, qui quand même, comment dire, qui profite à Bruno Retailleau et qui amoindrit, si je puis dire, l'autorité même du président de la République et de son Premier ministre. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que on peut expliquer ça, même si ça n'explique pas tout, puisque c'est quand même une position historique, si je puis dire, d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine. Vous écoutez Europe 1 Soir Week-end, 19h38. Jules Torres, dites-moi aussi, Victor Hérault. Là, on sait que l'Union européenne est très divisée sur cet État palestinien. L'Allemagne a rappelé aujourd'hui qu'elle n'envisage pas de reconnaître l'État palestinien à court terme du point. Par contre, on a l'Espagne, l'Irlande et la Norvège qui, elles, sont pour la création d'un État palestinien. Est-ce qu'on va arriver à parler d'une seule voix en Europe ou ce sera impossible ? Non, je ne pense pas qu'on y arrivera. D'abord, si vous voulez, la France a toujours fait figure de cavalier seul sur des questions comme celle d'Israël et de la Palestine. Parce que la position de la France, depuis le général de Gaulle, c'est celle de la troisième voie, c'est celle du non-alignement. La France est censée indiquer une voie différente et porter cette voie-là. Donc, il n'est pas nécessaire que les autres pays européens suivent cette voie-là. D'autant plus que les pays européens, encore une fois, nous ne sommes pas dans une forme d'État fédéral, de grande union européenne composée d'États fédéraux qui auraient les mêmes intérêts vis-à-vis d'Israël ou vis-à-vis de l'État palestinien s'il en existait un ou si on venait à le reconnaître. Donc non, tous les pays européens ne vont pas s'aligner sur cette question-là. Donc par le haut, Emmanuel Macron n'arrivera pas à convaincre, et par le bas non plus, puisque je vous rappelle que dans l'opinion française, en réalité, cette question-là de la reconnaissance de la Palestine ne fait pas du tout consensus. Sondage IFOP d'il y a un mois, il me semble, je crois que c'était en juin dernier, 47% des Français qui sont pour la reconnaissance à condition de la sédition du Hamas et de la restitution des otages à Gaza, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. 31% disent qu'il ne faut pas du tout reconnaître à court terme l'existence de l'État de Palestine. Et seulement 22% disent qu'il faut reconnaître maintenant. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas justement ce qu'attend Emmanuel Macron, ce qu'il a demandé, à savoir des élections l'année prochaine. On ne sait pas, on le verra. Une réforme de l'autorité palestinienne, on l'attend. Et également le désarmement du Hamas. Pourquoi il fait un chèque en blanc comme ça ? Mais parce qu'il espère, il veut peser, il veut qu'à la fin... oui, mais c'est pas le contraire, c'est pas quand on obtient des gages qu'on fait des choix. Alors, cher Guillaume, si vous arrivez à comprendre la diplomatie d'Emmanuel Macron, ça rappelle l'Algérie, on prend un rendez-vous, on cale un déjeuner ou un dîner, et je peux vous dire qu'il va durer longtemps, parce que ça fait 8 ans qu'on a le président de la République, qu'on commence vraiment à connaître et à analyser ces revirements. Je vous rappelle quand même qu'on a un président de la République qui nous dit aujourd'hui, attention, ce que je vous dis là aujourd'hui va contraindre le Hamas. Le Hamas est très mécontent. Le Hamas applaudit la décision d'Emmanuel Macron, et c'est le même Emmanuel Macron qui, il y a 2 ans, après le 7 octobre, réclamait une grande internationale contre l'islamisme et notamment contre le Hamas. Bon, voilà, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une sorte d'ambiguïté, que Emmanuel Macron fait cela pour que si un jour le conflit se règle, eh bien les historiens du macronisme puissent dire, vous voyez, il avait réussi, notre président, il n'était pas si mauvais que ça. Donc en réalité, c'est juste ça. Emmanuel Macron, il est obsédé par la trace qu'il laissera dans l'histoire. Et objectivement, moi, je suis pas sûr qu'aujourd'hui la solution à 2 États soit extrêmement proche. Mais si un jour elle intervient, eh bien, on pourra dire que ceux qui y ont contribué ont eu une importance dans l'histoire, parce que ce conflit-là dure depuis 1948. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'avancées, on est vraiment loin de cette solution à 2 États pour toutes les raisons que l'on a fixées et que l'on a
expliqué depuis tout à l'heure tous les trois, et que voilà, aujourd'hui Emmanuel Macron fait cela pour être dans les livres d'histoire, et j'imagine aussi, faut pas non plus être injuste, il souhaite en réalité la paix dans cette région. Le problème, c'est qu'il le fait, à mon avis, avec les mauvais outils. Dernière question pour vous, Victor Hérault. Justement, là, on est donc c'est au mois de septembre qu'il compte faire sa déclaration devant l'ONU. Qu'est-ce qui pourrait le faire changer d'avis ? Ou lui-même. Est-ce que c'est possible? Lui-même, je pense qu'il change d'avis. Alors tout à fait. La déclaration de Donald Trump à propos d'Emmanuel Macron sur cette question-là, très intéressante. Il se moque complètement de lui. Il explique que la France... Alors peut-être qu'il l'incitera même paradoxalement à aller plus loin sur cette question-là, puisqu'il explique que la France a une voix qui compte pour rien dans la situation internationale. Donc peut-être que ça incitera Emmanuel Macron, au contraire, à aller plus loin. Mais vous me posez la question, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'Emmanuel Macron change d'avis? Mais Emmanuel Macron, selon ses propres déclarations passées, devrait déjà changer d'avis, puisque les conditions, encore une fois, on l'a répété 15 fois, ne sont pas réunies pour qu'il reconnaisse l'État de Palestine, sont ses propres dires à lui. Donc je ne sais pas ce qui pourrait faire revenir en arrière Emmanuel Macron sur cette question-là. Peut-être des débats parlementaires, peut-être des débats européens, peut-être que d'autres pays européens pourraient s'exprimer sur cette question et lui dire écoutez, c'est trop tôt, écoutez, non, ce n'est pas la question pour le moment, mettons-nous d'abord d'accord, parce que ça sert à rien de faire cavalier seul sur cette question-là en l'occurrence. Écoutez, voilà, tout ceci va se dérouler durant août, puisqu'il compte le reconnaître durant septembre. Or, durant août, les débats vont être un petit peu, moins audibles qu'ils ne le sont pendant le reste de l'année. Il sera à Brégançon. Voilà. Donc, en fait, en réalité, à mon avis, en septembre, tout ça va s'éclairer et va se clarifier. À prendre le soleil, on n'espère pas un coup de chaud, en tout cas, cet été pour le chef de l'État. Je suis avec Jules Torres et Victor Hérault. On se retrouve juste après les infos de 45 et juste après le journal permanent. Nous parlerons du maire de Cannes qui plaide pour une grande droite. Toute une histoire. À tout de suite sur Europe 1.